Sauf que ça me saoule d'être stagiaire. En fait, j'arrivais pas à être salarié, quoi. Mais du coup, ça se passe pas très bien et j'arrête au bout de 4 mois. Et Mysteria, ça représente à peu près 60 boîtes accompagnées déjà. D'ici juillet, on va dépasser 1 million. Les collaborateurs que j'accompagne, ils attendent pas de moi ce que je sois le meilleur ingénieur. Il y a du monde. Salut à tous, c'est Maxime Astuce, étudiant, entrepreneur et créateur de contenu. Je partage tous les jours sur les réseaux avec ma communauté de plus de 2 millions d'abonnés des astuces en tout genre pour vous faciliter la vie. Dans ce podcast, je vous propose de partir avec moi à la rencontre de personnalités hors du commun pour comprendre la recette de leurs exploits. Artistes, entrepreneurs, influenceurs et j'en passe, ils nous partagent leurs meilleures astuces, celles qui les ont menés au succès. Aujourd'hui, je me plonge dans un univers où la technologie et l'ambition façonnent l'avenir des entreprises. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, je reçois Martin Pavanello, un véritable visionnaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. Salut Martin. On peut dire que tu as réussi à trouver une idée entrepreneuriale vraiment prometteuse. C'est parfois difficile de se lancer dans un domaine aussi spécifique, surtout quand il est en constante évolution. Comment tu t'y es pris et quelles sont tes meilleures recommandations là-dessus ? Yes, bien sûr. Déjà, encore une fois, merci pour l'invitation et c'est un plaisir de te voir dans un cadre plus professionnel puisqu'on est amis dans la vie privée. Écoute, moi, très rapidement, je suis pas parisien, je viens d'Auvergne, d'un petit village d'irrésistible gaulois, au fin fond de l'Auvergne. J'ai grandi là-bas pendant longtemps, j'ai découvert par pur hasard la classe préparatoire, donc j'étais pas tant destiné à ça, tu vois, je viens pas du tout d'une famille qui a fait ça. Je fais une classe préparatoire qui me permet... par miracle, de rentrer à HEC. Non, j'ai travaillé quand même un petit peu, mais on peut dire qu'il y a un peu de miracle. C'est quand même dur de rentrer à HEC. Ouais, il n'y a pas beaucoup de miracles pour rentrer là-bas, mais bon, honnêtement, quand même, je n'étais pas du tout destiné à ça et je suis rentré là-bas parce que j'ai pas mal travaillé en prépa. J'ai fait mes années HEC de manière assez classique. Je suis parti en échange en première année. J'ai travaillé un peu pendant mes cours parce que je m'embêtais un peu, peut-être qu'on en reparlera, mais ça, c'était un gros sujet. Je m'embêtais beaucoup à l'école. Donc, je travaillais un peu. J'ai découvert l'immobilier, notamment à HEC. Parce que mon frère avait une boîte d'immobilier, il avait besoin d'une petite main pour faire ses newsletters et je ne sais quoi, je l'aidais, au moins je gagnais un peu d'argent et je faisais autre chose que la fête au zinc comme on l'appelait à l'époque, qu'on l'appelle toujours d'ailleurs je crois. Et donc je commençais à me dire, lorsque mes années de stage sont arrivées en fait, je fais mes 6 premiers mois de stage, donc ça c'est au bout de la 3e année à HEC je crois. Donc tu as fait 2 ans de prépa et là c'était ta 3e année, donc 3e année de cours ou 3e année à HEC ? En gros j'ai fait 2 ans prépa et ensuite j'ai fait 1 an plein à HEC, okay, dont la moitié se passe à l'étranger, une 2e année pleine à HEC et la 3e année tu dois faire une année full stage. Okay. Et donc là ma 3e année je me dis comme j'ai fait un peu d'immobilier avant pour gagner un peu d'argent, je vais faire un stage en fonds d'investissement immobilier. Donc je fais ça se passe bien, le job est bien, la boîte est bien, le job est bien, tout est plutôt bien, les collègues sont plutôt très bien, sauf que ça me saoule d'être stagiaire. Et en fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Je t'ai dit, mon frère, il avait une boîte dans l'immobilier. Mes parents ont toujours été entrepreneurs, mes grands-parents sont entrepreneurs. Et qu'on le veuille ou non, en fait, t'es un peu dans ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'arrivais pas à être salarié, quoi. J'allais dire me donner des ordres. C'est pas tellement de me donner des ordres qui me dérangeait. Ça, je m'en moque un peu. J'ai fait beaucoup de basket, j'ai eu des coachs, ils m'ont toujours donné des ordres, ça se passait très bien. Mais c'est plutôt tu vas devoir rendre des comptes tout le temps à quelqu'un, ne jamais être trop libre sur ce que tu fais, être un peu un pion dans le jeu. J'aimais pas du tout et donc à la fin de mes 6 mois de stage, je me suis dit, je veux plus du tout être stagiaire, ça marchera pas pour moi, j'arriverai pas, je veux avoir des responsabilités. Et donc je me suis dit, il faut que je monte une boîte. Et en fait, j'ai monté ma première boîte pendant du coup mon année de césure, là, cette 3e année à HEC, et j'ai monté une boîte, un média spécialisé dans l'immobilier avec mon frère. Et cette boîte-là, on la garde, on l'a toujours d'ailleurs, mais elle tourne bien pendant mes 6 mois de césure. Donc je termine mon année de césure avec cette boîte, je fais pas de stage, je suis à 100% sur la boîte. Ça se passe plutôt bien, on a beaucoup de clients. Et après, je rentre dans ce qui devrait être ma 4e année d'HEC, qui est en fait mon année de master. On arrive sur le M2 à ce moment-là. Là, j'entre à Polytechnique. Je fais le master entrepreneur HEC Polytechnique. Et c'est là où, comme tu l'as peut-être déjà entendu, ça se passe assez mal, puisque le master n'a d'entrepreneur que le nom, en fait. Enfin, bon, je te répète pas trop dire ça, mais c'est pas grave. C'est X entrepreneur, donc le master entrepreneurial. Exactement, master X HEC entrepreneur. Dont s'il y en a qui en veulent des avis, je les donnerai en privé avec grand plaisir. De toute façon, ma prochaine question sera là-dessus. Voilà. Mais du coup, ça se passe pas très bien et j'arrête au bout de 4 mois. Ok. 4-5 mois. Donc là, tu avais toujours, du coup, c'était la maison des mandataires. Ouais, exactement. Je ne l'ai pas dit à l'oral, mais ton média dans l'immobilier, c'était la maison des mandataires. C'est ça. Donc tu avais toujours ça et donc tu arrêtes parce que du coup, il y a ça qui grossit en même temps et que tu te sens pas... Ouais, c'est ça. C'est la boîte grossit bien, on gagne de l'argent, on est rentable, on a des clients qui sont plutôt sur le long terme. Du coup, tu arrives à te dire, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je finisse mes études ou est-ce que je continue sur cette boîte ? Le choix n'était pas si facile que ça. J'ai demandé à plein de gens. La famille te dit, j'ai quand même payé tes études, j'aimerais bien que tu finisses. Ouais. Ton frère te dit, bon, allez,
viens avec moi, ça se passe bien, c'est cool. Tes potes te disent, bah arrête, on s'en fout. Donc tu vois, tu prends beaucoup d'avis différents. Et je finis par arrêter en janvier, donc il me restait 6 mois de cours à peu près. Et j'abandonne, donc j'ai pas du tout de diplôme. J'abandonne l'école et j'allais dire, je me lance à 100%. Non, parce que j'étais déjà quasiment à 100%, hein, mais dans ma boîte, la Maison des Monétaires, qu'on développe beaucoup. Donc ça, quand je te parle de ça, quand j'arrête, c'est janvier 2022. Et qu'on développe beaucoup jusqu'en novembre 2022. Et arrive en novembre 2022, pardon, le 30 exactement, ChatGPT. Et c'est là que je bifurque en me disant, tiens, cette boîte de médias, elle me plaît. Elle est belle, elle gagne beaucoup d'argent, ça se passe très bien, mais en fait, on en parlera peut-être, mais c'était un modèle où je pouvais pas scaler vraiment, tu vois. Okay. C'est ce genre de boîte, c'est très rentable, pour très le rappeler, vite. scaler, c'est pour aller du coup passer, on va dire, à l'étape supérieure et faire grossir sa boîte Ouais, c'est ça, à l'échelle. exactement. C'est de se dire, moi, ma boîte, la Maison de Monétaires, c'est jamais une boîte qui vaudra 100 millions d'euros, c'est impossible. Okay. Pour autant, c'est une boîte qui gagne plus d'argent que la plupart des startups que tu connais, tu vois. Parce qu'en fait, mais juste, c'est un petit modèle qui marche bien, mais qui n'a pas vocation à grossir de par sa structure, etc. Plein de raisons. Et du coup, je me suis dit, c'est cool. Ça faisait 3 ans que je faisais ça, du coup, 2 ans et demi, 3 ans. Je m'éclate bien. Mais là, avec l'IA, je pense avoir une opportunité de faire une très grosse boîte cette fois-ci. Peut-être pas rentable dès le début, mais qui sera une très grosse boîte. Et du coup, c'est fin 2022 que j'ai décidé de créer Mysteria. Ok. Et aujourd'hui, là, du coup, on est en 2024. Qu'est-ce que ça représente, Mysteria Donc Mysteria, alors en fin 2022, donc disons que fin 2022, je découvre l'IA, je découvre ChatGPT plutôt, comme tout le monde. En fait, je l'avais je l'avais un peu utilisé à l'école. On avait eu pour le coup des cours. En fait, quand tu es à HEC, tu choisis des électifs. Moi, j'avais un électif qui était un peu IA. Okay. Et même dans mon parcours entrepreneur master, j'avais un parcours un peu IA. Et du coup, j'avais découvert le modèle GPT-2 à l'époque, je crois. Et je m'entraînais avec des potes à essayer de lui faire des articles SEO pour ranker sur Google, etc. Donc c'était assez marrant. Là aussi, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est pour essayer d'arriver en haut dans les requêtes Google. Vous devez faire des articles bien construits, etc. Et là, on a découvert GPT-2 qui écrivait tout seul. Et donc, on essayait de faire des articles pour les mettre sur Google. On a fait ça pendant 3 semaines, ça ne marchait pas, c'était galère. Mais bref, on découvrait un peu l'IA. Moi, j'aimais bien, je m'y intéressais. Et du coup, en fin 22, je me dis, c'est le moment de se lancer à fond là-dedans. Puis il y a GPT-3 du coup qui est là à ce moment-là. Exactement, 3 qui sort, tout le monde en parle, et puis il y a l'interface qui sort. C'est qu'au-delà même ce que je dis souvent, c'est qu'au-delà même du modèle, en fait, le modèle 3, il est un peu plus puissant que le 2. Ce qui est vraiment nouveau, c'est l'interface. C'est que là, on vous dit, maintenant, non seulement Martin, tu vas pouvoir l'utiliser via une interface facile, mais ta grand-mère aussi, ton petit cousin aussi, et tout le monde. Alors qu'avant, GPT-2, il fallait des développeurs, passer par des API, c'était assez galère. Et là, ils sortent l'interface. Donc je me dis, tout le monde va pouvoir utiliser ce truc, ça va être incroyable. Je creuse un peu pendant 2-3 mois. C'est à ce moment-là qu'on a commencé, d'ailleurs, on avait fait un podcast ensemble. Mais je creuse un peu et je ne sais pas trop par où prendre le sujet. Et c'est vraiment en mars-avril 2023 que je lance la newsletter Mysteria, qui en fait est une newsletter vraiment à l'origine. Une newsletter qui s'adresse au grand public, essayer de démocratiser l'IA. Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les outils ? Comment ça marche dans le quotidien des collaborateurs, des Français, etc. On lance cette newsletter et en fait... donc ça c'était mi-2023. Cette newsletter explose, on fait 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 abonnés très très vite. Et donc là on se pose vraiment à l'été dernier avec mon associé qui est mon frère, qui était aussi mon associé sur mes précédentes boîtes. Et on se dit c'est bien cool d'avoir une newsletter, on en a déjà 2 autres qu'on a monétisé de telle et telle manière avec du média, avec un peu de conseils. Là on dit on va aller plus loin. Et du coup c'est vraiment en juillet, même en août 2023 qu'on décide de lever de l'argent et de créer une vraie offre d'accompagnement aux entreprises, donc formation et audit. Et donc voilà, là ça fait aujourd'hui un peu moins de 6 mois qu'on accompagne les entreprises pour les aider à implémenter de l'IA. Et Mysteria, ça représente à peu près 60 boîtes accompagnées déjà. Beau. Ouais, on est vachement content de ça. On est 15, quasiment 15 salariés, ouais, sur de la formation et des formateurs et des consultants. Et on se déploie au début principalement immobilier par définition. Donc on a une grosse BU très forte dans l'immobilier, mais on commence à avoir beaucoup de demandes d'ailleurs. Donc on prend des consultants un peu spécialisés dans plein de domaines. Et du coup, c'est eux qui gèrent chez nous les BU spécialisés. Comme tu avais déjà une expertise avec ton frère dans l'immobilier, vous avez joué de ça pour déjà implémenter l'IA, on va dire, déjà dans ces entreprises-là pour ensuite après aller partout. Ouais, exactement. Puis c'est quand même 20% du PIB français, je crois, l'immobilier. Donc voilà, si j'extrapole, ça peut potentiellement représenter 20% des boîtes de France. Donc le marché est énorme. Donc on a commencé avec ça, mais maintenant on est généraliste. Et en termes de chiffres, tu as des chiffres ou pas là déjà en l'espace de 6 mois en termes de chiffre d'affaires, etc. Ouais, on a des chiffres complètement. On avait prévu de faire quelques centaines de milliers d'euros sur l'activité de 2024. Je pense que d'ici juillet, on va dépasser 1 million.
Okay, Donc, on est bien au-delà de ce qu'on pensait. Donc, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires très certainement d'ici juillet. Et on est rentable, très rentable. C'est des boîtes de conseil, tu es vite à entre 30 et 50, 60% de rentabilité en fonction de ta croissance et de tes investissements. Mais voilà, c'est ce type de rentabilité. Donc, on est assez content. Et puis c'est que le début, quoi, parce qu'on accompagne des clients sur des premières missions, mais on sait que c'est des relations très long terme. On accompagne avec des petits tickets au début, mais on sait que ces tickets ils vont se démultiplier parce que l'IA, là, ce qu'on fait dans l'IA, c'est peut-être 1% de ce qui va devoir être fait dans les 10 prochaines années. Donc les gens nous font confiance, je pense qu'on leur rend bien parce qu'on a une équipe très sérieuse. On a beaucoup de consultants qui sont... ils viennent du monde du consulting, ils ont fait des grandes écoles, ils sont sérieux. C'est peut-être pas... J'ai eu le débat tout à l'heure avec quelqu'un sur LinkedIn qui me disait oui, mais... tu te développes, tu parles beaucoup, mais dans ton parcours, je vois pas du tout que tu es un expert en IA, que tu as fait de l'IA très poussée, etc. Je dis, bah oui, certes, mais en fait, les collaborateurs que j'accompagne, ils attendent pas de moi ce que je sois le meilleur ingénieur IA du monde. Sinon, on serait tous clients de Yann Lequin, en fait, ou de Mistral. C'est pas le cas. Nous, ils veulent qu'on trouve des cas d'usage de l'IA très concrètes pour leur quotidien. Et c'est ce qu'on fait. Donc, nos consultants, ils sont vraiment comme ça, même si on a évidemment des ingénieurs techniques IA dedans. Et voilà. C'est super beau. En 6 mois, c'est assez impressionnant. On va revenir sur Mister IA, mais d'abord, je vais me concentrer un peu sur HEC. Abandonner ses études, c'est quand même quelque chose de très risqué, on va dire. Surtout, on va dire, HEC, une école aussi prestigieuse. Pourquoi une telle décision ? Je suis très critique, moi, sur HEC. J'hésite toujours entre est-ce qu'il faut que je le sois ou pas. Je réfléchis beaucoup à... on a déjà eu le débat ensemble, parce que moi, je suis aussi à l'ESSEC, du coup... voilà, tu vas te heurter au même problème. Et j'ai pas de réponse très définitive, mais moi, j'étais très déçu du master pour une raison, c'est que un jour, en fait, quand je suis arrivé en master, 2 mois avant, j'ai pris un peu les devants. J'ai dit, je vais appeler la direction du master. Je vais leur expliquer ma situation. J'ai une boîte qui tourne très bien depuis 6 mois. Je vais pas tout abandonner, il faut qu'on trouve une solution. Et parce qu'en fait, quand j'ai postulé, j'avais pas la boîte. Tu postules en janvier, donc j'étais pas entrepreneur, j'étais en stage. Donc quand j'arrive, j'ai ma boîte. Et je me souviens très bien de ces discussions assez lunaires pour moi, en 2023, en 2022. Je dis à la directrice ou le directeur du master, moi j'ai cette problématique, j'ai ma boîte, il va falloir m'accompagner un petit peu. Je dis pas que je veux pas venir en cours, moi je veux faire l'effort. Pour le coup, je suis persuadé qu'il y a plein de choses à prendre dans ce master. Tu rencontres des gens incroyables, la promo est incroyable. Et moi, je trouve qu'il y a des super profils dans la promo, ils sont très bien choisis par l'école, ça c'est une première chose. Deuxièmement, il y a des super intervenants, il y a une bonne infrastructure manifestement, parce que tu es quand même à HEC, Polytechnique, tu as accès à tout ce que tu veux. Donc, je trouve qu'il y a un super terreau. Donc moi, je leur dis, je veux m'intégrer là-dedans, mais je peux pas tout faire. Donc, il va falloir trouver une solution. Un aménagement ou quelque chose. Un aménagement, tu vois, comme même beaucoup que d'écoles font. Les projets soient sur ta boîte, par exemple. Par exemple, et comme beaucoup d'écoles font. Et là, on me dit 2 choses. La première, c'est qu'on me dit, nous, c'est soit tu viens en cours à 100% et tu mets ta boîte en pause, soit l'inverse. Je dis, par définition, une boîte qui a déjà 30 clients, tu la mets pas en pause. Sinon, vous allez prendre la responsabilité d'aller voir mes clients et de leur dire que vous mettez en pause. Hein, et vous me payez mon chiffre d'affaires au passage entre-temps. Et vous rendez les services aux clients qui a payé aussi, au passage. Ouais. Donc, ils n'ont pas accepté. Donc, ils m'ont dit, non, ok, pas possible. Et après, en fait, la personne me dit, nous, on est là pour former des entrepreneurs, et ça va te parler. On est là pour former des entrepreneurs et pas les aider à créer des boîtes. Sauf que moi, mon principe, c'est que former un entrepreneur, ça veut rien dire. Toi, tu les vois au quotidien, il n'y en a pas un qui est pareil. Je pense que tu donnes Mister IA ou tu donnes le crayon de notre ami Valran à 1000 entrepreneurs différents. Pourquoi il y en a qui réussiront et d'autres non, j'en sais rien. Tu vois, il y a de la chance, il y a de la personnalité, il y a le réseau, il y a la créativité. Il y a plein de choses, mais hyper intangibles, tu vois, donc... Former un entrepreneur, ça veut dire quoi ? Tu vois, typiquement, je te prends l'exemple de Valran, je prends l'exemple de Théo, qu'on aime bien, de Kudak. Peut-être que dans 10 ans, on se retournera, on dira, tiens, on a 10 boîtes qui sont assez similaires, assez successful de la même manière. Pourtant, on est tout à fait différents. Ou peut-être qu'on crachera les 10 boîtes alors qu'on est totalement différents aussi. Oui, carrément. Donc, ça veut rien dire créer un entrepreneur pour moi. Moi, je dis tout le temps, si tu veux te former à l'entrepreneuriat, tu regardes 10 heures d'Oussama Ammar, je pense que tu as compris à peu près les trucs. Tu as compris l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut te bouger le cul, hein, désolé pour le mot. Il faut te sortir un peu les doigts. Il faut être ouvert. Il ne faut pas trop te prendre au sérieux. Il faut accepter l'échec. Puis voilà, quand tu respectes un peu ça, tu te lances et pile ou face. C'est un peu le truc, quoi, moi, je pense. Et puis, plus tu tombes sur face, plus tu réessayes de tomber sur pile. Et puis voilà, et tu finiras par y arriver. Donc, ce truc on veut former des entrepreneurs, j'y croyais pas du tout. Et du coup, je leur ai dit, c'est quoi former un entrepreneur ? Faire des cours de finance. Ok, en fait, on a fait HEC, donc on sait déjà faire. Faire des cours de leadership, machin. Arrête, moi je le vois là, le premier gars que tu recrutes. J'ai fait des cours de recrutement ou de RH ou de je ne sais quoi HEC, mais jamais de la vie, tu reprends un truc que tu as vu dans ces cours-là. Tu recrutes, tu fais au hasard. La première personne, sur un coup de chance, c'est le bon.
et tu t'aides de lui pour bien recruter la deuxième, puis tu te trompes, du coup tu mets une période d'essai. Tu vois, On va dire que le plus gros problème qu'on va apprendre à l'école, c'est que c'est trop. Enfin, c'est pas du concret, quoi. non, Entre ce c'est qui se ça. passe et la réalité et ce qui se passe en cours, c'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, je pense que c'est pas facile de. Tu vois, Ouais, non, mais carrément. j'en veux pas des écoles qui arrivent pas, entre guillemets, à bien former les entrepreneurs. Parce que pour moi, juste former un entrepreneur, ça n'existe pas. Donc faut même pas essayer. HEC le fait pas moins bien que les autres. Et peut-être d'ailleurs même qu'ils le font mieux que les autres. Mais juste, c'est impossible. Encore une fois, allez à partir aux US, en Californie pendant 3 mois, vous allez apprendre tout ce que vous voulez sur l'entrepreneuriat. Vous aurez 3% de la technique qu'il faut pour monter une boîte. Et après, le reste, faut se lancer, quoi. Je pense. Et toi, Donc, globalement, toi, tu as arrêté, on va dire, HEC parce que tu as senti que les cours que tu allais avoir, ça allait pas forcément t'apporter par rapport à toi, ce que tu avais sur le moment, l'entreprise les entreprises que tu étais déjà en train de faire. ouais. Ouais, c'est exactement ça. Je me suis dit, les cours me servent pas. Il y a des cours trop théoriques que j'ai déjà fait. Il y a des cours pratiques que je veux faire sur ma boîte et pas sur d'autres boîtes. Et il y a des cours qui servent à rien pour moi, beaucoup de cours qui servent à rien. Et du coup, à un moment donné, tu poses tout sur la table et tu te dis, ok, en fait, pourquoi je voudrais avoir le diplôme d'HEC? Tu vois, ça, c'était quand même un truc. T'as beaucoup de gens qui te disent, tu pourrais être, tu vois, les parents, par exemple, tu comprends tes parents qui te disent, bah, j'aurais aimé que t'aies le diplôme parce que, ouais, ça rend fier un parent, surtout nous, moi, mes grands-parents, c'est Puis c'est des une immigrés, tu vois, sécurité ils n'ont aussi. pas le bac, dans ma famille, personne n'a le bac. Puis c'est une Avec- grosse sécurité aussi. Ouais, c'est clair. Mais dans un premier déjà, ça rend fier les gens, tu vois, ça rend fier tes parents et ça, tu le comprends. Moi, pas du tout. Genre, je sais pas pourquoi, je suis comme ça, je m'en fous complètement. J'étais content d'y rentrer, c'était cool. Maintenant, d'avoir le diplôme, ça m'a jamais, voilà. Même d'être HEC, c'est bien, mais ça m'a pas excité plus que ça. Et donc ça, la première chose, tu mets de côté. Deuxième chose, la sécurité, comme tu le dis, bah là, tu te dis, ok, c'est quoi la sécurité d'un diplôme? C'est pour moi tes 5 premières années d'études, c'est tes 5 premières années de salariat. Parce que une fois que tu as été un bon salarié pendant 3 4 ans, ou un bon entrepreneur pendant 3 4 ans, personne regarde ton CV. Moi, je te prends des gars, même aujourd'hui, des consultants chez Mysteria qui font un super taf. Demain, ils rentrent dans n'importe quelle boîte, tu vois, quel que soit leur CV. Parce que moi, j'appelle le gars et je leur dis, voilà ce qu'ils font au quotidien, voilà qui ils gèrent, comment ils le gèrent, voilà les responsabilités qu'ils ont. Bah, la boîte en face, elle te dit, ok, je le prends, je m'en fous qu'il ait fait HEC, ESSEC, ESCP. Donc moi, je me suis dit, si ma boîte, elle fonctionne bien, que je suis assez sûr dans les 3 prochaines années d'avoir encore mes clients, parce que, encore une fois, c'était un business model qui était assez sécurisé, que j'apprends plein de choses, que je gagne de l'argent. Le worst case scénario, c'est quoi? C'est que dans 3 4 ans, il se passe quelque chose d'incroyable et je crache tout. Bah, j'aurai 4 ans d'expérience. Et 4 ans d'expérience, je peux aller dans les boîtes que je veux. Il y a un type de boîte dans laquelle je peux pas rentrer. Avec l'expérience, c'est les grosses banques d'affaires qui te demandent d'avoir ton diplôme, ton machin. Je ne ferai jamais de la banque d'affaires. Tu vois. Je déteste ça. Demain, si je crache tout, même aujourd'hui, je crache Mysteria, qu'est-ce que je fais? Je vais dans une petite start-up et j'essaie de les aider à monter le truc. Bon, bah, eux, ils vont regarder évidemment qui t'es et pas ce que tu as fait. Ouais. Donc, mis tout bout à bout, je me suis dit, mon bout de papier, je l'utiliserai jamais. Et après, il y avait quand même un mini risque. Tu tombes malade le lendemain de ça, bah, t'es un peu con. Mais bon. Globalement, bon, tu as décidé de te faire confiance et te mettre à 100% sur ton projet. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, tu vois, à celui qui est dans le même environnement et qui a un peu la même décision sur le moment et qui sait pas trop s'il doit arrêter les études. Enfin, toi, qu'est-ce que tu lui dirais s'il doit arrêter les études ou pas? Pour quelle raison il doit arrêter? Alors, déjà, je pense qu'il faut faire très attention parce que je trouve de plus en plus que ça devient. C'est assez marrant. Moi, j'osais pas trop le dire au début, c'était il y a que Ouais. 3 ans, mais j'osais pas trop dire que j'avais arrêté. Et j'ai vu un mec récemment sur LinkedIn qui, dans son nom de famille, a mis entre parenthèses j'ai drop out HEC. Tu vois. Je trouve ça tellement con. Enfin, c'est tellement pas stylé d'avoir drop out HEC. Tu vois, moi, j'ai même pas fait de post LinkedIn, je m'en fous. Ouais. Et le jour où je le fais, c'est pour d'autres raisons, mais je trouve pas, faut pas prendre ça comme une. Faut pas que ça devienne quelque chose de cool d'arrêter son école pour être entrepreneur. Tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est débile. Je vais même prendre un autre exemple. J'en suis un autre actuellement. Je sais pas du tout comment il s'appelle, mais il fait des TikTok tous les jours et il dit ben c'est un challenge en 80 jours. Il a 80 jours pour créer un petit business qui lui fait 10 000 euros par mois. Et en même temps, il est à HEC. Et il raconte comment il compile sa journée d'HEC avec son petit business. Je trouve ça trop cool, tu vois. Parce que pour moi, il faut évidemment pas arrêter l'école tant que t'as pas un business qui gagne un peu d'argent. Ouais. C'est quand même le truc. Moi, je pousserai les jeunes le plus tôt possible. Je les pousserai à créer des business. Et créer un business, ça veut pas dire aller lever 10 millions d'euros. Ça veut dire déjà, trouve-toi une qualité et trouve de clients, tu vois. Trouve de clients qui te payent 100 euros par mois. Je regarde souvent en ce moment la fille qui s'appelle, tu dois la connaître, Margot Cunego. Ouais. J'adore ce qu'elle fait, tu vois. Je Ouais, trouve pareil. que. Et tu verrais le nombre de filles qui viennent me dire, des potes à moi, ouais, elle vend du rêve, elle vend des formations, elle vend des machins. Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Mais je lui dis, t'as essayé sa formation? Non. T'as regardé? Bah, regarde la fille, elle s'appelle Coralie. Elle a essayé, elle a trouvé 2 clients qui le payent chacun 500 euros par mois. Tu sais faire, toi, ça? Non. Bah, alors fais la formation, tu vois. Ouais. Tu sais, pour moi, c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est va trouver déjà des gens qui sont capables de payer pour ton service. Et déjà,
ça paraît facile, ça l'est pas. Que ce soit un service à 100 000 balles ou un service à 300 € par mois, c'est pas facile, tu vois. Donc moi, je les pousserais vraiment à ça. Va déjà te trouver des petits clients qui te payent pour des petits services. Tu es jeune, tu as 20 ans, tu gagnes déjà 500 € par mois. Tu vas apprendre ce que c'est qu'un client, apprendre ce que c'est qu'une fiche de paie, apprendre ce que c'est qu'un client qui te lâche, qu'un prospect qui te dit non. Ça peut paraître tout bête, mais c'est chiant, faut apprendre un peu à gérer ça. Donc moi, je leur dirais créer des petits business, foncez là-dedans et n'arrêtez pas l'école tant que votre business n'a pas la doublette. Je génère assez d'argent et je suis assez safe sur les 1 ou 2 prochaines années, tu vois. Par rapport à toute l'expérience aussi que tu vas apprendre et tout sur... Ouais, oui, quand même. Et comme tu le dis, ça peut quand même te faire... Moi, là, plutôt, c'est le worst case. C'est de te dire, en vrai, si tu tombes malade demain, c'est un peu con. Et si tu tombes malade, ton diplôme, ils te le donneront. Enfin, tu vois, c'est jamais blanc ou noir. Mais si tu peux faire les deux, fais les deux. Après, si tu arrêtes 6 mois avant, ça change quasiment rien. Moi, j'en vois qui arrêtent 2 ans avant en disant, je monte ma boîte. Et quand tu leur demandes, tu fais quoi comme chiffre d'affaires? Rien, mais j'ai plein de projets avec mes potes. Non, je ne ferais pas ça. Je dis fais tes projets en même temps que les cours. Quand tu es à HEC, si tu as 10 heures de cours par semaine, tout mouillé de choses, c'est le grand maximum. Bon, bah, tu as le temps de monter des projets et tu sors un peu moins. Tu fais qu'une soirée au lieu de 2 par semaine, tu vois. Ouais, c'est clair. Et tu vois tellement de jeunes qui montent des magnifiques boîtes à l'école que tu te dis, bah, si eux peuvent le faire, faites déjà comme eux. Et après, vous arrêterez quand ça gagnera assez d'argent et que vous pensez que ça ira plus vite sans l'école, quoi. Mais déjà. Carrément. Je pense que c'est les bons warnings à mettre à ceux qui veulent arrêter. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai toujours pas arrêté, mais parce que j'arrive à concilier, on va dire, les deux. Ouais. On a vu tout à l'heure, du coup, comment tu as eu l'idée de Mister IA. Donc, c'était principalement par ChatGPT, déjà ChatGPT 2, où tu étais déjà intéressé, et après ChatGPT 3 qui est arrivé. Tu as commencé par une newsletter, et ensuite, après, tu as commencé vraiment à dire que tu allais accompagner les entreprises derrière. Pour revenir vite fait sur l'intelligence artificielle, tu parles d'intelligence artificielle générative. Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais. L'intelligence artificielle, juste pour remettre le sujet, c'est très vieux en fait. C'est très vieux, c'est quelque chose qui... Alors, les experts vont bondir sous tes vidéos, mais je vais le dire quand même. C'est quelque chose qui date des années 40. On parle des premiers réseaux de neurones artificiels dans les années 40, en tout cas des premiers algorithmes dans les années 40. Et après, on a l'intelligence artificielle sous forme de machine learning, qui est créée par un Français, plus ou moins créé par un Français qui s'appelle Yann Lequin, qui sont des réseaux de neurones artificiels, qui réfléchissent, qui mangent beaucoup de données, qui sont capables ensuite de reconnaître de la data. Ça existe, ça se développe beaucoup dans les années 90, 2000, 2010. En fait, ce qui arrive dans les années 2015, c'est l'IA générative. Et générative, c'est de se dire, en fait, comparons-le à une IA classique. Une IA classique, prenons l'exemple des radios. Aujourd'hui, une radio, pour découvrir un cancer au sein, par exemple, ben, c'est plus un humain qui le fait, c'est une IA. C'est une IA qui a mangé des milliards de photos de cancer du sein, et donc elle est capable, au micro-millimètre près, de différencier une petite d'une grosse tumeur, etc. Ça, c'est parce qu'elle en a mangé beaucoup, elle peut reconnaître. Et l'IA générative, c'est une nouvelle techno qui se développe dans les années 2015, qui a à peu près le même principe. On parle de deep learning, c'est assez similaire au machine learning. C'est à peu près le même principe, c'est je donne beaucoup de data, et je nourris une machine avec, prenons des photos de micro, je donne 1 milliard de photos de micro, donc comme mon IA de radio, elle arrive à décrypter ce que c'est qu'un micro, elle voit des patterns, des caractéristiques, et là, au lieu de lui dire reconnais un micro d'une fourchette, je vais dire génère un micro. Et donc pour la première fois, à partir de 2015, on a des IA qui commencent à générer du contenu qui n'existe pas. Et je lui dis génère un micro, et si je lui dis génère 1000 micros, elle est incapable de faire 2 fois le même micro. Et le micro qu'elle va te faire, il n'existe pas dans la vraie vie. Si je lui dis fais-moi une chemise, tu n'auras jamais vu nulle part cette chemise. C'est impossible. Et l'IA générative, du coup, c'est ça, c'est le côté générer du coup... Générer du contenu à l'infini et original. C'est vraiment, tu nourris l'algorithme, tu le fais apprendre des choses, et après tu lui dis génère. Et après, le deuxième step de l'IA générative, c'est le texte. Et c'est ça qu'on a vu avec ChatGPT, c'est qu'au début, on a réussi à faire générer de l'image. C'était très moche, ça ressemble à rien, mais ça générait de l'image. Et en fait, c'est en 2017-2018 qu'on arrive à générer du texte pour la première fois. Où là aussi, on dit à une IA non plus seulement analyse et comprend du texte, ça le fait depuis longtemps. Ton iPhone, il comprend du texte grâce à de l'IA depuis très longtemps. Il te fait des suggestions, des machins. Mais là, on lui dit, maintenant, je veux que tu génères, je veux que tu me parles. Et quand je te dis, fais-moi un poème, tu m'écris un poème. Et ça, c'est vraiment l'IA générative de texte. Donc, ce qu'on appelle les modèles de langage, les LLM, modèles de langage, et c'est des IA génératives de texte. Et ça, c'est très, très nouveau. Oui, carrément. Bah, hyper intéressant. Je reviens un peu sur un point, du coup, tu disais que ça existe depuis longtemps. Donc, moi, ça fait plus de 2 ans que je fais du contenu. Et j'ai déjà partagé des IA depuis quand même depuis 2 ans. Sauf que du coup, les gens ne le remarquent pas forcément. Et en vrai, c'est vraiment ChatGPT qui a propulsé le truc et qui a vraiment mis en avant l'intelligence artificielle. Est-ce que vraiment, du coup, les gens, ils ont vraiment compris ce que c'était. Mais comment Mister IA, il arrive à mettre du coup l'intelligence artificielle en place pour aider les entreprises dans leur productivité, leur efficacité opérationnelle? Qu'est-ce que tu... Ouais. Nous, on a un prisme très pragmatique.
pas si ça veut dire quelque chose, mais je vais expliquer. En gros, on essaye d'avoir une approche très peu tech. Moi, j'en ai un peu marre, entre guillemets, de ma toute petite expérience d'entrepreneuriat de 2-3 ans. C'est court, mais voilà. Je vois beaucoup de boîtes qui créent des gros outils tech, qui mettent des mois, des années à déployer dans les entreprises, qui du coup lèvent de l'argent entre-temps, et qui, bah là, tu le vois bien, au bout de 10 ans de French Tech, on se rend compte qu'il y en a... On pensait qu'il y en avait une sur 100 qui était rentable. En fait, il y en a une sur 10 000 qui est rentable, et le reste, elles font faillite. Parce que ça demande tellement d'argent de développer des bons outils, de les mettre dans les boîtes, de faire ces choses-là, c'est une horreur. Et quand tu vas voir les gros corporates, ils te disent, mais comment veux-tu que je change cet outil tech? On est 5 000 dans la boîte, 10 000, 20 000, 100 000 pour certaines boîtes. Donc c'est très complexe. Donc moi, je me suis dit, dans l'IA, et j'ai vu tout le monde partir là-dessus, tout le monde va chercher à aller développer de l'outil, l'intégrer sur des verticales très complexes, etc. Et moi, j'ai voulu prendre le prisme inverse. Je me suis dit, en fait, on a quand même 2 outils qui sont magnifiques déjà, qui s'appellent ChatGPT et Copilot, et Copilot de Microsoft, qui sont sur étagère, dans lesquels les boîtes ont confiance, notamment Microsoft, ils sont déjà abonnés, ils connaissent l'environnement, c'est facile à déployer et c'est pas cher. Et donc nous, on s'est dit directement, la première étape, c'est que plutôt que d'aller faire des promesses de je ne sais quoi, on va être très pragmatique et on va dire, l'IA en plus, elle est jeune, donc on peut faire pas mal de choses, mais pas tout, c'est encore le début. Donc on s'est dit, dans un premier temps, comment on va aller gagner 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour par collaborateur. C'est la première chose. Et là, tu as tous les gens qui font des outils qui vont bondir, qui vont te dire oui, mais ça sert à rien, oui, c'est trop généraliste. Oui, mais GPT, il faudrait le fine-tuner de telle manière. Faites-le. En attendant, moi, je le déploie dans 60 boîtes. Donc faites-le, et j'en vois beaucoup qui s'amusent à le faire. Mais les collaborateurs, ils veulent le tester, ils veulent faire des choses. Donc nous, on a pris ce prisme-là, et du coup, notamment dans nos métiers d'audit et conseil, on va dans les boîtes, on audite ce que font les collaborateurs au quotidien, mais de manière très micro. Quelles sont les tâches, quels sont les process, où est-ce que vous perdez du temps, où est-ce qu'il y a des tâches que vous n'aimez pas. Parce que ça, c'est toujours pareil. Mettre un outil dans la main des collaborateurs, c'est bien. Mais il y a penser l'outil, le créer, le vendre à l'équipe partenariat, le vendre au CEO qui accepte. Et à la fin de la chaîne, le collaborateur, il décide ou non s'il veut l'utiliser. C'est quand même ça le sujet. Salesforce, ils se sont arrachés les cheveux pendant des années parce que les collaborateurs, ils ne voulaient pas l'utiliser. Tu vois, et il y a plein d'outils que les collaborateurs ne veulent pas utiliser. Donc nous, on part dans l'inverse et on se dit, attendons, prenons déjà là où le collaborateur perd du temps. Qu'est-ce qu'il n'aime pas faire? Qu'est-ce qu'il trouve chiant, pénible? Et qu'est-ce qu'on peut enlever avec de l'IA? Et avec 2, 3, max 4 outils, mais vraiment connus sur étagère, etc. Et du coup, nous, c'est notre approche. Donc, on fait des grosses missions d'audit comme ça. On audite tous les process, toutes les tâches de l'entreprise. On vient leur dire où on peut mettre de l'IA de manière quick win. C'est ce qu'on essaie de chercher du quick win. C'est donc comment, dès la fin de la mission, qui est très courte, vous pouvez gagner de la productivité. Et derrière, on aura tout le loisir. Une fois que vos collaborateurs aient gagné en 30 minutes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous demander comment gagner 1 heure. Et nous, on ira vous aider à gagner 1 heure. On ira peut-être développer un outil. Ou peut-être qu'on ira juste vous former de manière un peu plus poussée sur telle technique ou je ne sais quoi. Donc, tu vois, on va y aller step by step. Parce que, ouais, c'est un peu comme... pour moi, c'est un peu la même... Comme si tu te disais dans les années 2000, tiens... Google. Ouais, c'est ça Google. C'est comme si tu disais, tiens, je vais apprendre les extensions Google pour synthétiser des vidéos YouTube. Non, attends, apprends déjà à quelqu'un à taper dans Google. Et c'est le cas. Parce que sinon, tu coupes trop d'étapes. Et ça va aller encore plus vite que ça sur l'IA. Donc nous, on leur dit déjà, gagnons un peu de temps, comprenant comment fonctionne la machine. Parce qu'en fait, là aussi, on parle en langage naturel, évidemment, à cette machine. Mais c'est pas si facile. Il faut le prompter, il faut le guider un peu. Etc. Il y en a plein qui font n'importe quoi. Il y a plein de dangers. J'allais dire le nom de la boîte. Sur les dangers. Ouais, voilà, on en parlera un peu. Mais du coup, nous, on est très pragmatique. Les tâches, le concret, on gagne d'abord 10 minutes, 20 minutes. Si on peut gagner plus sur du quick win, on le fait. Mais déjà, ça coûte pas cher aux boîtes. C'est rapide à mettre en place. Justement, c'est rapide, concret. combien de temps tu accompagnes les gens Nos missions, c'est 2 mois. Tu vois, 2 mois. Alors, ça dépend combien on va auditer de business units. Mais là, maintenant, on est sur des missions de 2 à 3 business units. Notre mission classique, ça dure 2 mois. Et même pendant ces 2 mois, La business unit, ça représente combien de personnes en ça général? dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes. Mais Ouais, nous, on audite 3 personnes par business unit, disons. Ok. Tu vois. Donc, des fois, c'est 3 sur Donc 100. pendant 2 mois, il y a 3 personnes qui sont coachées justement pour bien Ouais. adapter et améliorer leur productivité, Exactement. efficacité, etc. Mais même eux, ça leur prend pas trop de temps parce que nous, on va récolter un max d'infos chez eux en 1 ou 2 journées. Derrière, on fait tout le travail en chambre chez nous pour trouver les bonnes IA, les bons prompts, les bonnes connexions, etc. Donc ça leur demande très peu de travail. Mais même entre temps, tu vois, on les voit, ils commencent à tester. En fait, tu peux pas dire à un collaborateur, pour moi, un collaborateur qui, quand il rentre le soir chez lui, a ChatGPT sur son ordinateur, et certes, les taux d'utilisation sont pas énormes, mais le nombre de parents qui me disent mon fils, il me le fait utiliser, c'est énorme. Et bah, tu peux pas, cette personne-là, lui dire attends, on va développer un outil d'IA que tu auras dans les mains dans 6 mois ou dans 4 mois. Tu veux dire comment dans 2 mois, 2 mois et demi, tu peux utiliser sur ton business concrètement, sur ton travail, l'IA. Et pour ça, faut de l'audit quick win léger et aller très vite. Donc nous, c'est notre
notre premier prisme. Et le deuxième, c'est qu'on fait de la formation après, c'est classique. Ok. On forme les collaborateurs, comment utiliser l'IA de manière responsable, efficace, utile, etc. Là, pour le moment, tu as parlé de ChatGPT et de Copilot. C'est quoi les meilleurs outils IA que tu recommanderais, que tu sois un salarié, une personne morale ou encore un dirigeant ou un entrepreneur? Il y en a beaucoup. Donc, nous, on essaye, comme je sais, quand même, de tourner autour de quelques outils qui sont puissants comme GPT ou Copilot, parce que dans les boîtes, ça se déploie très, très facilement. On a Nuta sur le résumé de réunion. Nuta? Ouais, Nuta, qu'on utilise, qui est vraiment génial sur le résumé de réunion. Il se branche à tes Teams comme un participant et à la fin, il te fait un résumé très précis. Ça c'est pareil. T'as les... Je suis désolé de leur taper dessus, mais t'as les grands techs de l'IA qui vont te dire ouais, c'est facile, c'est nul. Ouais, bah va dans une boîte et parle aux gens qui font des résumés de réunion, demande-leur combien de temps ça prend. Tu vois, on revient toujours aux mêmes bases de l'entrepreneuriat. Tu vois, demande aux gens à qui tu veux résoudre le problème. Et bah là, tu parles, mais toutes les semaines, on voit des gens qui te disent je mets 1h30 à faire mon compte rendu de réunion. Toutes les semaines. Ok. Bah Nuta, il te le fait en 10 minutes. Alors il y en a aussi, il y en a un qui va te dire ouais, mais regarde, il t'a pas mis tel point. Ah oui, c'est pas parfait. C'est une IA. La boîte, elle a 1 an. C'est le tout début. Et c'est pas fait pour remplacer ton travail, c'est fait pour mâcher le boulot. Donc voilà, t'as fait 10 minutes, tu vas repasser 5 minutes dessus, en 15, t'as gagné 1 heure, 1 heure et quart. Et ça, c'est un truc aussi très vrai que peu de gens à chaque fois comprennent, c'est que l'IA va pas faire tout le travail. L'IA va faire une partie du travail et c'est à nous après de repasser derrière. C'est clair, et nous on dit tout le temps, comment on fait en sorte qu'elle fasse 80% d'une tâche et nous 20%. Tu vois, tout à l'heure, pareil, il y a eu un post LinkedIn, il y a une fille qui me saute dessus en me disant oui, mais vous avez parlé de l'IA pour faire des recrutements, mais... Parce qu'un jour j'ai dit que on s'était aidé de l'IA pour faire des recrutements. Moi, je trouve ça inadmissible. Pour moi, c'est l'humain. J'ai même pas répondu. J'ai attendu qu'elle fasse son sketch. Et à la fin, je lui dis bah ouais, quand je dis que j'utilisais l'IA pour mon recrutement, je l'ai utilisé sur 30-40% de ma tâche. Le reste, c'est moi qui ai fait l'entretien. Voilà, point, stop. Donc, me parle même pas. Je sais ce que j'ai fait. Et elle avait raison. C'est qu'il faut pas utiliser de l'IA pour analyser 1000 CV, en prendre un et embaucher le mec ou la fille. Ben non. Alors, mais il faut mâcher le travail. Et donc, nous, on cherche vraiment ça. Donc, Nuta, pardon, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que je peux te donner? Alors, il y a différents types d'outils. Il y a des outils généralistes. Tu vois, par exemple, Dust, c'est un outil très généraliste. Ok. Dust, c'est un outil qui ressemble à ChatGPT, une interface qui ressemble à ChatGPT globalement, sur lequel tu as branché des modèles de langage différents. Par exemple, tu te dis, je vais créer un petit robot, et tu crées des robots, comme sur GPT. Je vais créer un robot qui fait des communiqués de presse. Bon, bah, je trouve que GPT-4, il est très bon pour faire du texte et du communiqué de presse. Je préformate mon robot. Et dès que j'ai besoin d'un communiqué de presse, je vais sur le robot communiqué de presse, je lui fais faire, lui il le fait avec GPT-4 et ça marche bien. Mais tu peux aussi te dire dans la même équipe, oui c'est bien, mais par contre, pour faire mes communiqués de presse, j'ai besoin d'un robot qui analyse des PDF. Mince, Claude, le modèle de langage, analyse très bien les PDF, GPT-4 un peu moins bien. Bon bah je vais créer un robot sur Dust, spécialisé dans l'analyse de PDF, et je vais le brancher à Claude et pas le brancher à GPT-4. Parce que sur ChatGPT, tu utilises que GPT-4 ou 3.5. Donc eux, ils sont bons, ils te permettent de créer des robots, des applis et d'utiliser plein de modèles de langage. Mistral, par exemple, si tu veux l'utiliser, il faut passer par Dust, c'est une des solutions. Mistral, qu'est-ce que c'est? Mistral, c'est le modèle de langage français. Ok. Modèle de langage qui veut concurrencer GPT et qui est français. Donc tu as ça en outil que j'appelle généraliste. Tu en as un nouveau que je vous conseille d'aller voir qui s'appelle Twin. Alors c'est très très récent, donc je me mouille un peu, mais qui a l'air assez puissant. Sur de l'IA, c'est qu'en fait, il te regarde faire une tâche, un process qui a plusieurs tâches. Imaginons, tiens, j'ai le cas en ce moment dans ma boîte, j'ai des nouveaux collaborateurs qui arrivent. Qu'est-ce que je dois faire pour chaque nouveau? J'envoie un message au RH pour qu'il lui donne sa carte Swile. Je la mets sur Slack, je lui fais son adresse Microsoft 365, je la mets sur Notion, je lui envoie le kit d'onboarding et je préviens l'URSSAF. Tout con. Et ben, il te regarde le faire une fois, deux fois, l'IA, et après, tu l'enregistres. Et la prochaine fois, je rentre Maxime, je mets ton nom de famille, et automatiquement, il va t'ajouter à Slack, t'ajouter à Notion, t'ajouter à machin. Ouais, magique. Ah, il te fait C'est tout le process. Ouais. Bon, Ça marche que assez sur des jeune, petits. mais, Ouais, ils ont même pas de produit encore, tu vois, mais je crois. C'est très récent, ils viennent de lever pas mal d'argent, mais ça marche très très bien. Donc ça, c'est un petit outil, je pense, qui va bien se déployer. Et après, des outils, il en existe tellement. Bah, après, des outils classiques de... je pense que déjà, t'en as déjà donné pas mal et je pense que ça sera déjà Ouais, voilà, assez suffisant déjà d'aller voir maîtriser bien ça et déjà vous allez bien vous amuser. Ouais. Bon, on va dire que ça a super bien grossi en 6 mois seulement. Tu es quand même sur un domaine qui est très spécifique et surtout qui est en constante évolution. Comment tu t'y es pris? Quelles sont les recommandations que tu peux faire là-dessus? Parce que c'est quand même un domaine qui évolue tous les jours et quand même qui doit pas être facile à suivre.
Ouais, alors bon, comment on fait aujourd'hui? Nous, on a une équipe en interne qui fait que ça. On a des salariés qui creusent toute la journée les Donc, sujets ouais. d'IA. Et T'as un employé que pour ça, ouais, un et demi, ouais. qui regarde vraiment tout l'actualité, tout Toute ça. la journée. Ouais. Toute la journée, ils nous creusent des Ouais. outils, des techniques, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Donc là-dessus, sur l'IA, on est à la pointe. Mais avant que j'ai ça, ce que tu fais, c'est que il y a beaucoup de contenu gratuit. Tu vois, nous, Mister IA, on est gratuit sur la newsletter. On a des dizaines de milliers de lecteurs et on donne beaucoup de valeur, je pense. Donc ça déjà, ceux qui veulent s'intéresser à l'IA, lisez déjà ça, vous aurez beaucoup de news. Ensuite, suivez des newsletters comme Alpha Signal. Alpha Signal, je te donnerai le lien, mais c'est pas mal. Sur YouTube, est-ce qu'il y a des gens qui en parlent un peu? Oui, il y a Ludovic Salen, je crois, je sais pas si tu connais, qui fait des vidéos sympas sur l'IA. Ok. Honnêtement, et le mieux, moi je descends, allez sur Twitter, vous tapez Artificial Ah ouais? Intelligence. Ah ouais, il y a tellement de gars. Et hyper intéressant. Toi, c'est ce que tu fais, enfin, ce que tu as fait au début, enfin, pour du coup Ouais. un peu étudier le marché, t'informer, c'est Ouais, toutes ces veille, choses-là que. ouais, veille Twitter, beaucoup. Ok. Beaucoup de veille Twitter. Faut être curieux, tu vois, faut être prêt dès les soirs à te passer 2 heures avant de dormir sur Twitter, mais c'est passionnant. Puis c'est un domaine, quand tu commences à trouver des gars qui t'en parlent un peu, c'est passionnant, il se passe tellement de choses. Que ouais, c'est pour le coup, je pense aujourd'hui c'est le domaine le plus facile pour se former. Ok. Parce que tu tapes LinkedIn ou Twitter, Artificial Intelligence en anglais, voilà, t'as tout ce que tu veux, et même en français maintenant, tu commences à avoir beaucoup de personnes. Donc déjà, ceux qui scrutent bien ça, ils sont très forts. Bon, là, aujourd'hui, vous êtes une quinzaine. Bon, je pense que tu as eu quand même pas mal d'obstacles avant d'en arriver là, pas mal pas mal d'erreurs aussi que tu as pu faire, etc. C'était quoi les plus gros obstacles que tu as eu avec Mister IA et comment tu les as surmontés? Ah, on est jeune encore, donc je touche du bois, on n'a pas énormément d'obstacles, on est encore dans la période d'euphorie. Je pense que toutes les boîtes, quand elles se créent, elles ont cette petite période d'euphorie où tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Donc pourvu que ça dure. On en a encore un peu là pour l'instant, mais on se prépare à ce que ce soit plus le cas, parce que comme tout le monde, on aura des coups de moins bien. Non, les choses un peu dures quand même, c'est ta crédibilité, parce que quand tu vends du conseil aux boîtes, faut pas sous-estimer la crédibilité. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, en fait, le BCG, et pardon pour mes amis qui sont au BCG, mais c'est Boston Consulting Group, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est le meilleur cabinet de conseil au monde. Et un jour, quelqu'un m'a dit, en fait, les études BCG, on les commande pas pour les lire, on les commande pour dire au board qu'on a été validé par le BCG, tu vois. Et c'est assez marrant, c'est de dire, en fait, la boîte a tellement d'aura et les gens qui sont dedans sont tellement bons et tu vois, tellement de confiance que les boîtes, elles commandent même plus pour le contenu, elles commandent pour dire à leur supérieur, c'est pas moi qui me suis trompé, c'est validé par le BCG. Et donc, quand toi, tu rentres dans ce jeu-là de dire, alors nous, on fait pas du conseil en strat, mais on fait quand même du conseil un peu poussé, on rentre dans des grosses boîtes de plusieurs milliers de collaborateurs, on a la main dans les dossiers, les machins, donc quand même, faut avoir un peu confiance. Et tu te heurtes à l'inverse à ça. C'est de dire, qu'est-ce qui se passe si demain, le CEO d'une boîte de 3000 personnes te commande une mission d'IA et que toi, tu fais le con, c'est sa faute à lui. Et s'il est content de dire c'est le BCG qui se trompe quand il se trompe, là, il va devoir dire c'est Mister IA qui se trompe que si on se trompe. Et du coup, son board ou ses supérieurs vont lui dire quoi? Qu'est-ce que tu fous avec une boîte qui a 1 an, qui a 6 mois, et ils ont tous 25 ans dans la boîte, tu vois. Donc ça, c'est le truc le plus dur, c'est de gagner en crédibilité. C'est comment tu gagnes enfin, comment les gens ont confiance en toi, comment tu réussis à gagner la confiance des gens. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Nous, on a eu la chance, et ça, pour le coup, tu vois, on est hyper transparent là-dessus. On a eu la chance d'avoir des grosses boîtes dès le début, pour des raisons de boîtes qu'on connaissait. On avait un bon réseau avec mon frère, et donc ça nous a aidés. Je pense que chaque entrepreneur a un peu son unfair advantage, comme on l'appelle. Nous, c'était un peu ça. Donc, on l'a utilisé pour rentrer dans des grosses boîtes au début. Et après, tu dis, tu vas voir d'autres boîtes. Tu leur dis, regardez, cette grosse boîte, elle est contente de ce qu'on fait avec elle. Donc, je pense qu'avec vous, ça marchera. Et tu grossis un peu comme ça. Mais au tout début, c'est vraiment comment j'arrive à convaincre, comment à 25 ans, j'arrive à être assez sérieux. Même, tu vois, le nombre de personnes, ça peut paraître tout bête, mais il y a des gens qui m'ont dit, mais au début, vous êtes 6, 7. Est-ce que je vous donne le sujet IA, qui est quand même le gros sujet de mes 10 prochaines années? Vous êtes 6, 7 dans la boîte, tu vois? Je sais pas si j'ai confiance. Et manifestement, ils sont tous contents aujourd'hui. En tout cas, j'espère, mais pour l'instant, on voit que oui. Et on a grossi, on a de l'argent, donc on est solide. Il y a ça aussi. Ouais. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous êtes rentable? Quand on est une boîte doit être de 3000 personnes, qu'on engage des gros budgets pour que Mister IA forme et audite la boîte sur l'IA, quid si demain Mister IA fait faillite, tu vois? Donc, c'est des choses, ils regardent de près, ils ont un peu peur. Donc ça, c'était notre plus gros... et ça reste encore. Moi, je suis content de ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, mon objectif, c'est pas 60 boîtes, c'est d'avoir 1000 clients, tu vois, 1000 grosses boîtes clientes. Et pour aller en voir 1000, il faut que je gagne en crédibilité
en nombre de personnes dans l'équipe, qu'on se structure encore plus et on va le faire. Mais Je pensais pas que tu m'aurais parlé de ça, tu vois. Bon, c'est hyper intéressant et tout, mais parce que moi, du coup, j'ai vu vraiment toute l'évolution de A à Z, parce que j'étais un des premiers que t'as interviewé, du coup, sur l'IA. ouais. Et t'es parti de base d'une chaîne YouTube où, du coup, tu voulais interroger des acteurs, qui a pas spécialement marché, parce que c'est hyper dur sur YouTube de faire de la visibilité. Ouais. Et toi, le but, c'était déjà de parler de l'IA et déjà de savoir ce que t'allais faire derrière. T'es passé sur le côté newsletter, qui est monté assez vite. Et moi, ce qui m'a plutôt impressionné, c'est, bon, bah, t'as vu que bon, bah, les vidéos, ça marchait pas. Ok, bon, bah, je passe à newsletter. Newsletter, bon, j'arrive à avoir beaucoup d'adhérents, mais ça suffit pas. Et là, tu passes à l'entreprise et là, tu accompagnes. Moi, c'est plus ça, tu vois, où j'aurais vu, tu vois, les obstacles, où Ouais, tu as été bloqué à chaque fois. Et en fait, tu t'es dit, au lieu de, bah non, en fait, je vais pas arrêter, c'est, allez, vas-y, en fait, je trouve une autre solution et je vais contourner le truc. Et là, en fait, ça va grossir petit à petit. ouais. Non, mais t'as raison, c'est juste que moi, je le voyais pas comme un obstacle. Tu vois. Je parlais tout à Ouais. l'heure avec un de mes collaborateurs et qui me disait des fois, tu changes vite d'avis et tout. Il avait raison, tu vois. Et je lui disais, en fait, pour moi, c'est même ni des obstacles, ni. Il faut être super agile, des fois, aller vite. Et en fait, quand t'as raison, la vidéo, j'ai testé, tu vois. Je fais des vidéos YouTube. Bon, j'en fais 1, 2, 3, 4, ça marche pas trop bien. Bon, pour le coup, il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en compte. Parce que je pense qu'en 5 vidéos, tu peux pas non plus savoir si Ouais, ça va non, c'est marcher ou clair. pas. Mais surtout que je me suis dit, ok, je veux l'amener. En fait, le plus vite possible, j'ai dit, je peux le tester, donc je le teste. Je peux tester YouTube. J'avais mon équipe de caméramans qui était là pour d'autres raisons. Je te connaissais toi et 3, 4 autres personnes que je voulais interviewer. Donc j'ai dit, bah, je peux le faire, faisons-le. Et puis on verra. Et au bout de 4-5, je me suis dit, où est-ce que je veux mener ce truc-là? Pas trop d'idées. Hop, j'ai kill. Pareil sur la petite vidéo, je me suis mis à faire des shorts un petit peu. Je teste, je fais des vidéos courtes, tu vois que ça prend pas trop, etc. Et pareil, c'est de me dire, même si demain ça prend, où est-ce que je vais le mener? C'était pas clair pour moi. Bon, bah j'ai kill. Et du coup, la newsletter, qui était alors, elle était en parallèle, la newsletter même. La newsletter, elle a plutôt bien marché. Et bah là, c'est pareil, c'est une newsletter, on l'a faite en se disant, on verra ce que ça donne. Tu vois, un peu les 3 premiers, on les fait sans C'était un trop peu de sur le conviction. modèle du réplique un peu américain, parce qu'aux Ouais. États-Unis, c'est quelque chose qui marche assez bien, les newsletters, et notamment les newsletters payantes. C'était vraiment ce modèle-là que tu Ouais. reprenais derrière. Ouais, parce que moi j'adore les newsletters payantes et je voulais vraiment monter une grosse newsletter payante au début. Et pareil, tu vois, je me suis dit, quand ça a grossi, on a beaucoup tourné autour du pot avec mon associé, de me dire, est-ce qu'on met de la pub? On a essayé de mettre un peu de pub. Est-ce qu'on met du truc? Et après, c'est toute une question d'ambition, tu vois. C'est que je pense qu'on aurait pu faire une newsletter avec un peu de payant, un peu de e-book, un peu de vente de formation. On aurait peut-être pu faire un business qui fait 1 million d'euros, 1,5 million, tu vois. Je suis assez persuadé, parce qu'on a une grosse communauté, on était les premiers, donc je pense que ça, jusqu'à un jour, je me souviens, on s'est posé tous les deux, on a déjeuné, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Lui, il a 30 ans, moi j'ai 25 ans, on a déjà, moi, une autre boîte, lui, 2 autres boîtes, qui sont, comme je te le disais, ces 3 boîtes, le genre de petit modèle qui gagne beaucoup d'argent, mais qui grossit pas. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois? Est-ce qu'on Faire veut plus gros. continuer ça, faire 1,5 million, ou est-ce qu'en fait, on veut faire une boîte qui fait un jour 15 millions de EBITDA? Bon, on va faire une boîte qui fait 15 millions de EBITDA, c'est excitant, peut-être que j'y arriverai jamais, j'en sais EBITDA, rien. tu peux dire un peu ce que c'est. Ouais, de résultats, Ouais. 15 millions de résultats, tu vois, et qui fait 30 millions de chiffre d'affaires. Et, peut-être qu'on n'y arrivera jamais, j'en sais rien, tu vois, c'est un rêve, on s'en fout, on va essayer. Mais c'était ça le kiff. Autant au début, c'était de faire des newsletters, de grossir ma commu, etc. Et un jour, on s'est dit, bah, on a la commu qu'on, évidemment, peut utiliser pour la suite, parce qu'il ne s'agissait pas de tout quitter ce qu'on avait fait. Et on s'est dit, bah, comment on peut l'utiliser? Basons-nous sur cette commu, essayons de l'utiliser pour grossir et développer notre boîte d'audit et de formation. Et le gros business, il est là. Tu vois, pareil, les salariés, on n'a jamais eu de salariés. Sur mes 2 autres boîtes, j'avais pas de salariés. Je sais pas ce que c'était d'avoir un salarié. Et c'est tellement bien de pas avoir de salariés. Alors maintenant, je vais te dire que je suis hyper content d'avoir des collaborateurs. On s'entend trop bien, on a un esprit d'équipe, j'adore, tu vois. Mais avant, je t'aurais dit jamais de la vie, je veux des collaborateurs. Je suis trop bien tout seul, mon solo business, c'est marrant. Bon, après, voilà, tu changes d'idée, tu te dis, et pour le coup, il n'y a pas de recommandation. Tu vois, c'est juste un jour, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de monter une putain de boîte que j'ai envie qui vaut 100 millions d'euros un jour, et c'est le kiff, tu vois. Du coup, je me suis parti là-dedans, et là, on a changé de modèle, levée de fonds, collaborateurs. Mais on est rentable, donc. C'est top. Bon, là, on est déjà à 45 minutes, donc on va accélérer un peu le Ouais. move. Il y a quand même un sujet aussi, moi, qui m'intéresse pas mal. C'est que l'IA, c'est hyper excitant, c'est un peu le sujet d'actualité, mais ça fait aussi beaucoup peur. Est-ce que c'était déjà arrivé de te retrouver, tu vois, dans des situations assez compliquées avec des entreprises qui, eux, pour le coup, étaient réticentes face à ce que tu leur proposais? Ouais, tout le temps. Tout le temps, le premier sujet de nos clients, c'est quid de la confidentialité. Ça, c'est sûr. Et c'est là où on a une grosse chance, et j'insiste sur ce mot chance d'entrepreneuriat, parce que je pense qu'il en faut beaucoup, tu vois. C'est qu'au moment où nos premiers clients nous disaient tiens, ça me fait très peur ChatGPT, je sais pas comment faire, Microsoft sort Copilot. Et Microsoft, personne n'a peur de Microsoft, tu vois. Et tous nos clients sont sur Microsoft. Donc ça nous a beaucoup aidé, parce qu'il y a un vrai sujet de data, de à qui je donne ma data, à quel outil je donne ma data, c'est dangereux, etc.
Donc nous, on a beaucoup de clients qui en fait nous disent la DSI a décidé qu'on irait tous sur Microsoft Copilot. Maintenant, Mysteria, venez nous aider à faire l'audit des cas d'usage, la transformation digitale, l'accompagnement au changement, etc. Donc le danger, il est là, c'est clair. Après, il y a un danger d'utilisation des collaborateurs. C'est qu'une fois que tu as mis le danger data de côté, même s'il n'est pas mis encore pour tout, tu vois, il y a des boîtes, on voit, qui utilisent ChatGPT en version non sécurisée. C'est pas top, tu vois. Ouais. Après, c'est pareil. Moi, j'ai un peu une double casquette. C'est que je suis obligé pour mes clients de donner des solutions très safe. Ok. Est-ce qu'en perso, je pense qu'ils pourraient faire 95% de leur job sur ChatGPT? Oui. Parce que là, c'est pareil. Entre le je pense que ma data est sensible et quand je parle au collaborateur et que je comprends ce qu'il fait, 90% des documents utilisés proviennent de Google. Bon, bah, en fait, il utilise 10% de data sensible et 90% de non. Mais bon, bref. Manifestement, les boîtes te demandent de régler ça. Donc, nous, on met ça très propre. Donc, il y a quelques-unes qui l'utilisent et qui font pas attention. T'en as quelques-unes, les autres, pardon, qui te disent on va sur Microsoft. Et même une fois que tu es sur Microsoft, il y a comment je fais en sorte de bien comprendre ce que me fait l'IA. Parce que le danger, il est sur la data, mais il est aussi sur les erreurs de l'IA. Et en fait, les erreurs de l'IA, je vois plein de collaborateurs qui demandent un communiqué de presse sur ChatGPT, qui le copie-colle, qui l'envoie aux échos. Bon, en fait, ouais, j'ai derrière des fautes, non, il n'y a pas de faute, ça fait pas de faute. Mais il y a des erreurs de compréhension, c'est mal écrit, tu vois, c'est trop généraliste, et ça, c'est pas bon. Parce qu'en fait, le collaborateur qui est pas formé, qui connaît pas, bah forcément, il va pas avoir le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce que je dois modifier, comment je dois bien prompter, faut avoir une bonne réponse de GPT, il sait pas. Donc nous, on les accompagne là-dessus pour dire attention. Mais ces entreprises qui sont réticentes au départ, tu arrives à les convaincre de changer d'avis ou ça reste quand même pour eux Ouais, un sujet où c'est pas assez sécure, c'est pas l'IA, j'aime pas ça parce que même par rapport à la vision que tu peux avoir sur l'IA, etc. je dirais qu'aujourd'hui, je pense que sur la soixantaine de clients qu'on a, et on est en discussion avec à peu près 200, disons 250 boîtes, tu vois, avec qui on parle ou avec qui on travaille déjà, il y en a une ou deux qui ont refusé de bosser, enfin, qui ont refusé d'utiliser l'IA pour raison de confidentialité, c'est tout. Ok. Ouais, donc c'est Les quand même autres, très t'en as qui peu. n'ont pas d'argent, t'en as qui ont pour qui c'est pas le moment, etc. Mais très peu, parce qu'en fait, le gain de productivité est tellement important. Hier, j'ai déjeuné avec les CEO d'une boîte, ils sont 2000, 3000, 3000 je crois. Et le gars me disait, à un moment, je lui dis oui, bah, avec la DSI, il faudra quand même choisir sur quel outil. Il m'a dit, bah, attends, on va être très clair. C'est le DSI ou c'est moi qui gère la boîte? Je dis, bah ouais, c'est vous, manifestement. Et il me dit, bah, les gains de productivité, c'est moi qui vais les chercher ou c'est la DSI? C'est moi. Donc, il me dit, c'est moi qui vais décider, tu vois. Et oui, on va faire en sorte, avec la DSI, d'avoir quelque chose de safe. Nous, on est tout le temps en lien avec la DSI et c'est nécessaire et indispensable. Mais il a dit, in fine, c'est moi qui vais décider est-ce que j'accepte de prendre 3% de risque ou est-ce que j'accepte de prendre ce montant de risque pour avoir ça de gain de productivité? Oui, tu vois. Du coup, les boîtes, elles finissent quand même beaucoup comme ça, par nous dire ok, je vais quand même sur l'outil le plus safe et j'accepte une petite part de risque, mais parce que ouais, j'accepte une part de risque et on va partir sur cet outil parce que le gain de productivité derrière, il est trop fort. Donc, Carrément. il y a beaucoup de méfiance, mais il n'y a pas de no-go, tu vois, ça n'arrive quasiment jamais. Je vais revenir sur un point que tu as dit. Bon, il y a des défis, on va dire, avec l'IA, notamment en termes de responsabilité, d'éthique. Comment tu affrontes ces défis, du coup, avec Mysteria? Tu as parlé notamment par rapport à Microsoft, enfin, utiliser l'IA de Microsoft, mais s'il y a d'autres choses. Les défis éthiques, on n'en parle pas beaucoup pour l'instant. Tu vois, Ouais. alors nous, on sensibilise les gens là-dessus. C'est de dire, notamment ChatGPT, c'est un outil qui est très biaisé. Ça a été fait par des mecs blancs, américains, de 29 ans aux US, tu vois. Donc ça comporte plein de biais. Donc c'est des choses à savoir. Je pense que, vu l'utilisation qu'on en a pour l'instant, faut pas en faire tout un fromage non plus, tu vois. C'est qui arrive à dire que GPT est woke, en fait, personne, tu vois. T'as toujours des mecs qui te disent, ouais, il est woke, ou ouais, il est raciste, ouais, il est machin. En fait, non, enfin, il est vraiment, vraiment normé. Alors, il est normé sur notre norme à nous, parce qu'il n'est pas la norme mondiale. Donc, Ouais. que quelqu'un en Chine te dise, GPT, éthiquement, c'est pas bien, etc., peut-être. Bon, whatever, tu vois. Faut faire attention, nous, on les sensibilise sur les dangers, on les sensibilise aussi sur, faites attention au contenu que vous utilisez. La problématique, c'est que tu vois, la création de contenu, donc les IA, elles ont été entraînées avec beaucoup, beaucoup de contenu qui a été peut-être volé sur Internet. Est-ce que ça t'appartient, le contenu qui est écrit derrière par GPT? Oui, non, c'est pas à moi de trancher. Tu vois, même l'UE, elle n'arrive pas à trancher encore. Donc ça va arriver très vite. Nous, on se tient prêt justement pour aller diffuser un peu toutes ces recommandations qui ont été choisies par l'UE sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Pour l'instant, franchement, tout ce qui est analyse de PDF, synthèse de documents... Toi, il y a des trucs que tu interdis de faire, etc. Non, dans les pratiques? Non, rien. non, mais
Et le truc qui devrait être interdit, il l'est déjà par GPT. Ouais. Demande à GPT de te faire une bombe, il va te dire bah non. Il Ouais. demande lui-même entre un blanc, un noir, un je sais pas quelle couleur. Alors ça, c'était Yomi qui disait ça. C'est la manière dont tu lui dis, par exemple, de fabriquer la bombe qu'il est capable de te la fabriquer. Ouais, mais plus maintenant. Au début, Ouais. ouais. Au début, mais maintenant, plus du tout. Maintenant, il est vraiment bloqué. Et oui, tu lui dis, ou tu vois, compare-moi à un chrétien, un musulman, un juif, mais jamais de la vie il va te répondre. Tu vois. Et tu peux vraiment le pousser, il te répondra jamais. Parce que il est bloqué. Maintenant, parce qu'il enfin, il est sécurisé. Et ils lui ont mis des barrières. Maintenant, est-ce qu'il faut lui mettre des barrières ou pas? Ça, c'est tout un autre. Moi, je pense que ça va arriver le jour où on aura des IA qui seront beaucoup moins sécurisées, qui seront beaucoup moins encadrées et qui seront massives. Aujourd'hui, il n'y a que ChatGPT qui est utilisé massivement. Je pense qu'on va vite arriver sur des IA utilisées massivement, mais qui auront beaucoup moins de barrières que ChatGPT. Et dans ces cas-là, elles te répondront sur beaucoup de choses. Et là, il y aura des vrais sujets de former les gens à l'éthique de l'IA. À qu'est-ce qu'il faut lui dire, qu'est-ce qu'il faut accepter, comment on peut y croire, etc. Mais aujourd'hui, GPT, même il y en a plein qui te disent, en fait, il est trop bridé. Il est trop bridé, on peut même pas en tirer la quintessence. Bon, je pense que c'est bien qu'il l'ait bridé quand même, c'est un premier modèle. Mais du coup, là, la formation à l'éthique, on en fait un peu, enfin, attention au deepfake, aux choses comme ça, mais sur l'éthique pure, ça va arriver avec les modèles les moins bridés, je pense. Ok. C'est quoi les meilleures pratiques pour intégrer l'IA dans les processus d'une entreprise? Waouh, en étant clair et concis, appelez Ouais. Mysteria. Je pense que c'est déjà la première recommandation. Non, mais c'est bien auditer les tâches des collaborateurs, Ok. auditer, comprendre celles sur lesquelles ils perdent du temps, sur lesquelles ils sont pas contents de les faire, et ce qui pourrait être un minimum automatisé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comprendre celles sur lesquelles ça sert à rien de mettre de l'IA. Parce qu'on voit beaucoup de boîtes qui veulent mettre de l'IA de partout, ils perdent du temps à utiliser ChatGPT pour rien. Ça, c'est la troisième chose. Et la quatrième chose, c'est choisissez un outil qui répond au maximum des cas d'usage plutôt que d'aller développer des outils très puissants par vertical. Ok. Là, tu vois, c'est super. Je pense Ouais, que c'est hyper clair. Et après, ils passeront avec Mysteria Voilà, s'ils ont besoin. j'ai été concis. J'avais des questions par rapport à la levée de fonds, mais bon, globalement, j'ai déjà abordé le sujet avec pas mal d'autres invités avant. Et en vrai, toi, tu as levé pour, on va dire, passer à l'échelle plus vite, Ouais. notamment parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est bon, tu manquais un peu de crédibilité. Et je pense que la levée de fonds, tu me Aussi. diras si c'est faux, a permis ça, en gros, de pouvoir recruter plus facilement et de grossir plus vite. Ouais, non, c'est clair, crédibilité c'est clair, et grossir plus vite. Pour le coup, on est une boîte de services, donc on est rentable au bout de 3 mois, tu vois, donc on n'a plus besoin de lever d'argent normalement, mais tu as quand même un BFR, parce que Ouais. quand tu bosses avec Besoin en fonds de roulement pour Ouais. ceux qui écoutent. En gros, entre le moment où je commence mes prestats et le moment où les grosses boîtes nous payent, il peut y avoir 6 mois, tu vois. Ouais. Et donc pendant ces 6 mois, moi j'ai des consultants chers qui travaillent, et du coup, tu as besoin quand même d'absorber un peu le début comme ça. Donc voilà, principalement pourquoi on a levé de l'argent, mais ça a surpris beaucoup de gens, parce que normalement tu lèves pas quand tu fais du service. Ouais. Et pour recruter 15 personnes en 4 mois, t'as pas le choix, Bon, toi, je sais que tu as levé avec pas mal de connaissances que tu avais aussi dans ton Ouais. réseau, donc ce qui joue aussi. en plus. Comment tu vois l'avenir de Mysteria et de l'intelligence artificielle dans les années à venir, tu vois, par exemple les 10 prochaines années? Alors, plus l'avenir de l'intelligence artificielle sera beau, plus l'avenir de Mysteria sera beau, déjà. J'aimerais bien qu'au demain, on ne bloque pas ChatGPT, sinon Tu penses que ça peut arriver? Non, non, Ouais. aucune chance. Aucune chance, non, mais tu vois, l'environnement est quand même très booming, donc c'est top pour nous. Ouais. Il se passe plein de choses, ça nous passionne, les clients ont plein d'idées, ils nous en parlent. Je veux dire, quand tu fais de la crypto aujourd'hui, va vendre un ticket à 5000 € à quelqu'un, c'est la croix et la bannière. Donc voilà, nous on a de la chance d'avoir ça. Mysteria, l'ambition, je l'ai dit, nous on veut, enfin tu vois, moi j'ai fait 2 petites boîtes, c'était très bien, je suis très content. Là c'est fini, genre j'ai envie de faire une très très grosse boîte. J'ai envie de faire un très gros cabinet de conseil. J'ai envie qu'on soit à 50, 100, 200, 400 consultants, j'en sais rien, tu vois, mais je vais faire un très gros truc. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est une boîte qui fera que de l'IA à terme? Pas sûr. On se rend compte, et quand tu fais du conseil, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres besoins dans les boîtes. Et si tu prends tous les gros cabinets de conseil, par exemple des gros cabinets de data ou autres, tu te rends compte que c'est pas du tout leur spécialité qui leur fait gagner le plus d'oseille. C'est qu'en fait, autour, ils ont tout un tas de services sur lesquels ils aident les entreprises. Donc nous, on veut aller à fond là-dessus. Donc en France, c'est développer à fond le conseil en IA, aider les boîtes sur les 10 prochaines années à intégrer l'IA, et certainement plein d'autres business units autour qui vont leur apporter des services. Ensuite, c'est aller à l'étranger. On a ouvert en Suisse. On a signé notre premier deal sur le deuxième, je touche du bois, mais on va dire nos 2 premiers deals en Suisse. Ça va partir très vite. On s'est adossé à une grosse boîte suisse là-bas et on développe ensemble. Très vite, on veut ouvrir 1 ou 2 autres pays francophones, je pense fin d'année. Donc ça, c'est les ambitions de Mysteria. Et voilà, en faire une très belle boîte de conseil. Et ensuite, l'avenir de l'IA, bon, bah là, on pourrait refaire 4 heures de podcast, mais voilà, je pense que ça va aller très, 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 très vite, tu vois. Et je pense et c'est du coup, ce sera lié à Mysteria, mais je pense qu'on imagine
On imagine 10% de ce qu'on implémentera dans les boîtes dans 3 ans, en fait. Je pense que ça va être tellement vite, il y aura tellement de nouveaux trucs. Et GPT, je pense que si tu veux des convictions, GPT va rester très très fort. Donc, il y en a qui nous inter-GPT, j'y crois pas du tout. Je pense que Microsoft va faire très très mal. Ils arrivent de partout avec leurs gros sabots. Certes, c'est cher, mais ils arrivent. C'est quand même moins performant, je trouve. Tu vois, que ChatGPT. Moi, je viens de l'avoir sur Outlook, c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Et avant qu'ils ouvrent leur interface Outlook, qui est utilisée par 90% des collaborateurs dans le monde, avant qu'ils l'ouvrent à d'autres outils, tu vois. D'ailleurs, c'est un problème de concurrence, et ça, on va y en plein dedans aussi. C'est quid de. Gemini, c'est Microsoft ou pas? Non, c'est Google. Ah, c'est Google. Parce que pense Gemini, apparemment, c'est aussi assez fou. Ouais, c'est pas mal, mais tu vois, moi, je pense que Google aura du retard. Ok. Enfin, ils ont du retard, manifestement, donc j'ai rien inventé, mais je pense qu'ils vont avoir du mal à rattraper leur retard. Je pense que Microsoft va être très très fort. D'ailleurs, Microsoft, personne n'en parle. C'est une boîte qui valait 1800 milliards il y a 8 mois. Ça valait 1800 milliards. Ça vaut 3000 milliards. Personne n'en parle. On n'a jamais vu une boîte gagner 1000 milliards de valo comme ça. Nvidia, peut-être. Mais on n'a jamais vu une boîte gagner 1000 milliards comme ça en si peu de temps. Ok. Puis 50% sur une boîte qui avait déjà 2000 milliards. Donc c'est énorme parce que les investisseurs voient ça. Tu vois, c'est trop puissant. Donc GPT très puissant. Copilot de Microsoft va se déployer de partout. Et je pense qu'on va arriver à des intelligences artificielles générales très vite. Plus vite qu'on le pense. C'est le gros objectif de Sam Altman d'OpenAI. Et voilà. Et à très 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 long terme, je pense qu'on travaillera plus. Ouais. Vision. Ouais, bah là, ça c'était la prochaine question que j'allais te poser parce que ça inquiète quand même beaucoup de personnes, tu vois, l'IA notamment sur le côté de l'emploi. C'est quoi ton rapport par rapport à ça? Enfin, comment tu vois l'évolution du marché du travail par rapport à l'IA? Est-ce que tu penses que justement ça va nous permettre, enfin, ça va nous arrêter, nous faire arrêter de travailler? Ouais, je pense. À très très long terme, je pense que oui. À court terme, je pense que les gens qui sont aujourd'hui dans leur job, tout ce qu'on promet mince, virer des gens, qu'on appelle ça, je perds mes mots. Licenciement? Licenciement, ouais, j'y arrive. Tout ce qu'on promet comme licenciement massif des gens déjà en poste, j'y crois pas trop. En fait, déjà politiquement, tu vires pas 1000 personnes chez Danone, C'est clair. c'est impossible. Donc en plus, ces boîtes-là les forment à l'IA, donc je pense que juste, ils vont travailler moins. Première chose. Moi, je vois des boîtes dans lesquelles la semaine de 4 jours devient un vrai sujet. Ah oui, quid de si je fais tout ce que je faisais avant en 5 jours, maintenant en 4, ben, est-ce que le 5e jour, tu m'obliges à travailler pour faire d'autres choses, ou est-ce que tu me l'offres? Au début, on va les obliger à travailler, jusqu'à qu'il y ait une boîte qui arrive et dit, bah moi en fait, je te l'offre ce jour-là, tu vas pas le travailler. Donc, je pense qu'on arrivera là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je pense que du coup, pour les jeunes, le vrai problème, le vrai danger de l'emploi, il est beaucoup pour les jeunes qui vont arriver sur le marché dans 2, 3, 4 ans. Soyez prêts, ça va être très, 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 très dur de trouver des jobs. Très, très dur, je pense. Va falloir se réinventer. Là, c'est toujours pareil. Ceux qui seront formés à l'IA, qui auront été curieux, qui ont rencontré des gens, ils trouveront. Ceux qui seront, tu vois, toute une génération qui s'est un peu laissée aller, je pense, moi, sur les 10 dernières années, dont les parents avaient un peu d'argent, sans être millionnaires, tu vois, mais avaient des bons boulots en province, etc. Eux se sont laissés un peu aller, ils sont pas trop allés à l'école, parce que, bah, en fait, sur les 30 dernières années, ça rigolait bien, la France allait bien, il y avait des jobs, etc. Et qui ont quand même trouvé là quelques jobs moyens mais qui bossent, je pense que cette situation-là dans 10 ans elle est finie, ou dans 5 ans elle est finie. Et que si tu te laisses aller complètement, et que tu te dis oui c'est bon, de toute façon je travaillerai dans la petite boîte du coin, je pense que t'es mort. Donc tout ce gros panel-là, va falloir vite se former à l'IA, va falloir vite et se former pas que à l'IA, parce que moi je pense que l'avènement de l'IA, ça va nous pousser à nous former aux soft skills, aller parler à des gens, aller rencontrer des gens, aller apprendre à convaincre, aller apprendre à faire du média, enfin tu vois, plein de choses. Donc je pense que ces gens-là, bien formés, ils n'auront pas de soucis, mais les autres, catastrophe pour les jobs à mon avis. Et après la vision de 10 ans, c'est que, ou 15 ans, ouais à mon avis, le temps de travail cumulé des humains peut être divisé par 2, par 5, par 10, je pense. C'est hyper intéressant la vision que tu as et comment tu l'expliques. Et en même temps, c'est hyper terrifiant dans la manière que je vois sur le long terme où en mode ça va arrêter les emplois, tu vois. Tant mieux. Parce que moi, en vrai, travailler, c'est un peu on fera d'autres choses. Moi, si tu me dis demain, on arrive à trouver un monde dans lequel en fait, on produit autant de richesses, donc on se soigne toujours autant, donc il y a toujours plein de choses. Par contre, on doit tous travailler qu'un jour par semaine. Bah, donc ça sera celui qui sera le plus performant une journée par semaine Non, peut-être. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que l'intelligence artificielle, c'est le chemin le plus direct sur le revenu universel. Je pense qu'on n'aura pas le choix. C'est qu'à un moment donné, le temps qu'on forme tout le monde à l'IA, que tout le monde soit aussi performant, il y a plein de gens qui seront laissés sur le carreau. Et qu'est-ce que va faire chacun des pays, d'ailleurs même pas que la France, aux US ils en parlent beaucoup, Altman c'est son gros truc, hein. C'est que demain il y aura besoin d'un revenu universel. Si on produit autant de richesses, elle sera beaucoup plus redistribuée avec du revenu universel. Tu auras quand même des entrepreneurs qui auront créé des magnifiques boîtes. Tu vois, lui il dit par exemple, on verra la première personne qui aura
une boîte avec 0 employé, donc il sera tout seul, mais qui vaut 1 milliard. Je pense que c'est vrai. On verra des trucs incroyables comme ça. Donc la répartition, elle se fera pareil. Il y aura des très riches, il y aura des gens moins riches, mais il y aura tout un middle, je pense, qui sera au revenu universel, à mon avis. Et donc, ça poussera tout le monde à travailler moins. Et si un jour, parce que là, on commence, ce que tu disais avec Twin, Twin, le truc qui t'automatise tes tâches, enfin, il y a des gens qui passent leur journée à faire ça, mais vraiment, tu vois. Et on leur fait faire quoi demain? On va pas les virer. Si c'est une personne, oui, il sera viré. Si c'est 10, oui. Mais s'il y a 100 000 personnes qui font ça en France, on va pas mettre 100 000 personnes au chômage, ou 500 000 personnes. Donc, il y aura cette logique de revenu universel. Et moi, je dis toujours, si on arrive à avoir des technos qui font notre travail mieux que nous, bah, nous, on fera d'autres choses. On fera peut-être plus de théâtre, plus de films, on sera peut-être tous acteurs, j'en sais rien. Tu vois, on trouvera d'autres activités. Et l'homme, il n'a pas non plus été fait pour être derrière un bureau et taper derrière ses touches pour prendre des commandes, tu vois. Donc, tant mieux s'il peut passer plus de temps dans ses loisirs et faire d'autres choses. Et on créera peut-être des entreprises dans le loisir. J'en sais rien, je pense. Moi, je vois bien ça. Et ça prendra 10 ans ou 50 ans. Peut-être que ce sera dans 50 ans. Mais je pense que là, la trajectoire que prend l'IA va nous amener vers une quantité de travail cumulé beaucoup plus faible dans le monde dans 10 ans ou dans 15 ans par rapport à aujourd'hui. Ok, super intéressant. À mon avis. On verra ce que l'avenir nous réserve. On verra et peut-être qu'on fera des podcasts toute la journée dans 10 ans parce qu'on aura plus de travail. Donc... C'est la tendance en ce moment. Ouais, tant mieux. Les podcasteurs, vous avez des beaux jours devant vous. Donc... Je vais finir avec 2 dernières questions et puis la petite question bonus que je pose à tout le monde. Quelles sont, selon toi, tu vois, les compétences, les connaissances essentielles que tu dois avoir pour entreprendre dans l'IA globalement? Tu me poses une colle là, mais les compétences essentielles pour entreprendre dans l'IA. Bon, bien connaître le secteur, il n'y a pas de sujet. C'est évident. Voilà, c'est assez évident. C'est dur de faire illusion, tu vois, c'est assez technique quand même. Nous, souvent, on nous dit oui, vous n'êtes pas des experts. Comme je te disais, en fait, on a un minimum d'expertise parce que sinon, tu peux rien faire. Tu passes trop vite pour un amateur. Puis même, en plus, tu as l'expertise qui dépend aussi de la personne que tu as en face. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a plein, il y en a plein en vrai dans l'IA. Il y en a qui font de l'IA, mais qui vont démocratiser. Ouais. Qui vont parler vulgairement, on va dire. Même moi, tu vois, j'ai un média sur l'IA où on présente juste les outils. Et en vrai, on va pas du tout dans les compétences comme toi, tu peux le faire. Ouais, mais déjà, tu apprends plein de choses aux gens. Et tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Et après, pour entreprendre dans l'IA, c'est compliqué. Tout le monde nous pose... chance Non. Comme tu l'as beaucoup redit. La chance, elle arrive après. C'est pas ce qui te lance. La chance, tu vois, elle arrive. C'est ce qui te fait gagner des clients, grossir ou pas. Mais pour te lancer, appeler des gens, quoi. Tu vois, c'est appeler des gens, comprenez un peu les besoins. Et d'ailleurs, appelez-nous. Tu vois, nous, chez Mysteria, moi, je recherche des entrepreneurs. Je veux des gens qui ont envie de monter leur petite boîte à Toulouse, leur petite boîte à Montpellier, leur petite boîte je ne sais où. Et moi, je veux les lancer, leur dire, les amis, vous allez prospecter. Nous, on le fait, là, on commence avec une personne à Paris. Elle est venue 6 mois chez nous à Paris. Et derrière, elle ouvre Mysteria ailleurs en France. À Avignon ou à Toulouse. Génial. Mais tu vois, et elle va être entrepreneur comme tout le monde. Hein. Mais donc, tu vois, il y a aussi... je pense qu'il ne faut pas hésiter, et que ce soit chez nous ou ailleurs, mais n'hésitez pas à vous adosser à des gens aussi qui peuvent vous aider. Parce que, comme je te disais, appeler une boîte et lui dire, je vais t'aider à faire ton audit... quand tu as 25 ans ou 20 ans et que tu es tout seul chez toi, c'est très dur. Tu vas faire que des tout petites boîtes. Tu peux en faire un peu, tu fais un peu de formation, donc des marchés, etc. Mais si vous voulez grossir, adossez-vous à des boîtes comme nous. Il y en a plusieurs. Et faites de l'entrepreneuriat au sein d'une boîte, ça marche très bien, franchement. Et moi, j'ai des collaborateurs qui sont entrepreneurs, qui sont très contents et qui le vivent comme leur boîte. Quoi. Carrément. Comment tu as vécu l'équilibre entre l'avancement de l'IA, la préservation de l'humanité entre guillemets, parce qu'il y a aussi du coup beaucoup de peur, et aussi la réalité physique qu'on vit actuellement avec tout le succès, on va dire, que l'IA a et l'évolution qui est assez impressionnante. Comment tu arrives à vivre un peu cet équilibre? Comment je le vis, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu as envie de voir grossir, enfin c'est quelque chose où tu t'y intéresses, c'est un truc qui fait peur, enfin qui te fait peur. Est-ce que ça me fait peur? Non, moi ça m'excite à fond. Après ça c'est mon tempérament, mais moi je m'ennuie très vite, tu vois. Et tu trouves que les gens ils devraient avoir peur ou pas? Non, on n'a pas le temps d'avoir peur, on est là pendant 60 ans, 80 ans, j'abuse un peu. Ah mais là ça va très vite quand même. Hein. Ouais, mais... Tu vois, là, la puce, on va bientôt l'avoir. On sait qu'elle va sortir. So what, tu vois, genre, moi, je m'en fous. Quoi. C'est le jour où ça vient dans nos petits cerveaux de français, dans nos cerveaux français, je n'ai pas dit petit par rapport à français, mais le jour où ça vient dans nos cerveaux français, c'est qu'il y aura beaucoup de gens qui l'auront testé et qui seront déjà sûrs. Donc, tu vois, même ça, pour nous, c'est pas trop risqué. Tu me dirais, est-ce que j'ai envie d'être le premier testé par Elon Musk? Non, tu vois. Mais... ouais, pour moi, c'est excitant, tu vois. Je pense qu'on a un peu des sociétés où on manque d'excitation. Et c'est le bon exemple avec les US. Eux, ils y vont à fond, putain, tu vois. Ils sont motivés, ils y vont à fond.
Et peut-être des fois un peu trop. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi des garde-fous Ouais. quand même qui les cadrent. Mais ils y vont à fond parce qu'ils rêvent encore. Nous, les Français, tu vois, on a trop de. On rêve. Ça fait longtemps que les Français, ils rêvent plus. J'ai fait l'école aux US en France, c'est lunaire. C'est. Là-bas, les gars, les filles et les mecs, même, tu vois, je reprends l'exemple des filles, parce que c'est encore pire en France. Les filles, elles arrivent en classe, elles lèvent la main, elles disent, moi, j'ai un business qui fait 1 million d'euros. Elles ont 17 ans, elles vendent des, je sais pas, des cupcakes, ou elles vendent du coaching, ou elles vendent du je ne sais quoi, tu vois, mais elles sont fières, tu vois, c'est Ouais. trop cool. En France, elles osent pas trop. Les mecs, pareil d'ailleurs. Parce qu'on est un peu plus, je pense qu'on rêve beaucoup moins. Elles veulent, t'es une fille aux US, tu veux monter le prochain Facebook et concurrencer Zuckerberg. Tu vois, t'as pas envie de monter un petit truc. Et quand t'es un mec, c'est pareil, tu veux devenir le nouvel Elon Musk. Et donc ça, je trouve ça trop cool. Et donc, c'est des gens qui rêvent. Donc moi, je suis un peu comme ça. Genre, je me dis, faut rêver. C'est quand même une techno qui peut nous soigner de beaucoup de maladies. Tu vois, on commence à avoir des avancées incroyables. C'est une techno qui va changer notre manière de vivre. Ouais, mais t'as pas peur qu'on vive dans un monde digital complètement virtuel après, tu vois? Non, je pense que c'est une question d'équilibre. Non, non, je pense qu'on va. Il y aura une période où on va se poser un peu de questions. Tu vois, c'est comme le téléphone. Tous nos grands-parents, ils nous disent, ah, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une vie moins bien que mes grands-parents? Non, franchement. Enfin, tu vois, je me sens très heureux. Oui, je passe du temps sur mon téléphone. Et je pense que j'ai plus d'amis qui n'en avaient eux. Je pense que je fais plus de dîners qu'ils n'en faisaient eux. Tu vois, c'est ce truc Ouais. d'équilibre. Est-ce que l'IA, elle nous rendra notre vie plus digitale, plus tech, plus machin? Oui, mais on fera autre chose. Moi, je prends toujours l'exemple de Platon qui avait interdit à ses élèves d'utiliser des cahiers. Il commençait à écrire sur des feuilles. Et en fait, il leur a dit, vous n'allez pas, je vais vous interdire d'utiliser des cahiers parce que tout le savoir que vous allez mettre sur des cahiers, vous n'allez plus garder dans votre tête. Et donc, la mémoire humaine est vouée à disparaître si vous mettez tout sur des cahiers et que vous vous souvenez plus de rien. Manifestement, depuis 2000 ans, on écrit sur des cahiers et la mémoire humaine, elle aurait quasiment pas bougé, tu vois. Et donc, je pense que là, ce sera pareil. C'est pour dire qu'en fait, on développe d'autres choses. Parce qu'en fait, quand tu fais moins de. Tu retiens moins, bah, tu fais plus d'autres tâches. L'école de commerce, c'est ça. L'école de commerce, tu fais plus d'académique. Bon, moi, je pense quand même que tu apprends plein de choses au contact des gens qui sont dans l'école. Tu apprends à te débrouiller, à monter des assos, à dialoguer avec les gens, à être bien en société. Bon, bah, tu apprends ça, tu l'aurais pas appris si tu avais fait médecine. Tu vois. Et je pense que l'IA, c'est ça. C'est que ça va nous changer énormément la vie. Moi, je trouve ça hyper excitant de voir comment on travaillera demain, comment on vivra demain, c'est quoi l'école de nos enfants demain. Parce qu'en fait, là, nous, on arrive face à un monde, on Ouais, sait c'est vrai. rien. Nos grands-parents, tu vois, t'es né dans les années 80 jusqu'aux années 2015, 2020. Bon, bah, oui, il y a eu quelques avancées, c'est clair. Alors, bon, ils savaient globalement comment ta vie elle allait se passer. Moi, je reprends cet exemple du mec qui naissait à peu près dans une province assez cool. Il savait à peu près, sans trop bosser, comment sa vie allait se dérouler. Voilà, aujourd'hui, si déjà tu arrives à savoir comment ton gosse va apprendre les maths dans 3 ans, t'es un génie. Donc, c'est trop cool, tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça excitant. Donc, faut y aller à fond. Et de toute façon, le mot de la fin, c'est que t'arrêteras pas. Ils avaient fait un moratoire pour dire on arrêtera l'IA. T'arrêteras pas l'IA, c'est impossible. Va essayer d'arrêter le moindre Indien, Chinois et Américain qui réfléchit au modèle d'IA. Et ben, si tu arrives, voilà. Hyper intéressant. Allons-y et allons sur Mars avec Musk et on va bien se marrer, je pense. On va voir un peu comment S'il y ça a- évolue s'il avec reste les des années. tickets, s'il reste des tickets, s'il écoute le podcast et qu'il reste des tickets, je suis preneur. Pas maintenant, parce que je crois que c'est un aller sans retour, mais tu vois, ça, c'est le bon kiff à 50 ans. Let's go, puis fuck quoi. Ouais, c'est vrai, on va voir un peu pas mal d'évolutions dans les années à venir qui vont être assez fulgurantes. Ouais, c'est cool. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux me faire découvrir un site web ou une application utile dont tu n'as jamais parlé et que tu as par exemple sur ton téléphone? Ah, une app que j'ai sur mon téléphone. Je peux regarder mon tel ou pas? Ouais, vas-y. C'était un truc un peu Si je que dis, t'as. tu dis Tinder, ça marche pas? Non, Victor l'a Euh, déjà sorti. ah putain. Ouais, je vais vous donner une app que je trouve trop cool. Bon, je donne pas ChatGPT évidemment. C'est plan-plan. Ah, mais c'est vrai que tu vois, quand tu réfléchis comme ça, il n'y a pas tant de. Il y a beaucoup de trucs en vrai que tout le monde connaît, tu vois. Et Ouais. alors qu'en vrai, je suis sûr qu'il y a une petite app, tu vois, que tu connais et qui peut être sympa. Ouais, il y a un truc très intéressant que je vous conseille vraiment de regarder qui s'appelle Arc. Arc. Arc Ok. Search. Arc, c'est une boîte qui essaye de concurrencer Google Chrome, donc la partie navigateur. C'est incroyable. Je trouve ça tellement magnifique de dire que je vais essayer de concurrencer le truc qui, pour nous, est le plus évident. Genre, jamais on se posait la question de quid de autre chose que Google Chrome. Mais, voilà, c'est un peu comme dire. Même Apple n'a pas une marque a pas un truc aussi fort que Google Chrome. Google Chrome, Ouais. je pense que c'est 99,9% des gens l'utilisent. Ouais, carrément. Et c'est quoi du coup? Ça consiste en quoi? Et ben en fait, ils essaient de réinventer j'allais dire le moteur de recherche, mais c'est même pas le moteur de recherche, du coup, ils essaient de réinventer le navigateur. Et donc, bah, allez voir dessus, il y a une version, enfin, c'est gratuit, il y a une version aussi payante si vous voulez, mais gratuit, vous pouvez tout faire. Et l'interface n'est pas la même, elle est beaucoup plus intuitive, elle est. Bah, c'est incroyable. Enfin, moi, j'arrive même pas encore à mettre dessus parce qu'il faut du temps
pour monter en compétences. Mais c'est quoi? C'est comme un peu Brave, etc. C'est un navigateur Ouais. qui te permet genre d'avoir un peu plus de confidentialité. Même pas, il joue même pas là-dessus. Il Ok. joue sur la pure user experience, tu vois. C'est vraiment la barre de recherche, elle est plus en haut, elle est à gauche. Quand tu tapes par exemple, quand tu lui dis, je sais pas, LeBron James, tu vois, je lui tape LeBron James, comme je taperais sur Google, bah, il te sort une fiche où il va te sortir les 3 images, un texte sur LeBron James, les infos de ses derniers matchs qu'il aura pris sur un site. Il te fait des résumés comme ça, des fiches résumés. Enfin, c'est incroyable. Et c'est utilisé là, ça aussi ou pas? Ouais, ils ont un truc d'IA maintenant. Donc Ok. tu lui dis justement, bah ça, j'allais dire, je vais peut-être le montrer, mais on verra rien. Mais Non, regardez, mais c'est sur, t'inquiète pas, je mettrai des. ouais, c'est sur téléphone et sur ordi. Et je trouve ça passionnant parce que je m'attendais pas à ce que quelqu'un essaie de réinventer le navigateur, quoi. Et apparemment, ils vont très très vite là. Ils font une grosse percée. Donc voilà, c'est pas une day-to-day app pour moi. Sinon, j'aurais dit Lydia comme tout le monde. Mais creuser parce que ça peut vite le devenir, je pense. Et peut-être qu'on n'utilisera plus Google. Google qui est concurrencé par ChatGPT sur l'IA et par Arc sur le navigateur. Je pense qu'ils passent des nuits assez courtes en ce moment. Donc Dieu merci, il leur reste YouTube. Top. En tout cas, merci beaucoup Martin. Merci d'avoir partagé plaisir. ton expérience. Je suis sûr que ça va pouvoir inspirer pas mal Avec des plaisir. auditeurs. Mais merci en tout cas d'être venu et d'avoir passé du temps avec moi. Merci pour l'invitation. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura apporté de la valeur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si vous avez des questions ou des suggestions d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Que ce soit pour le business, les études, le marketing ou même les astuces du quotidien, je suis toujours à la recherche des meilleures pépites pour vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.